C'était le matin de Thanksgiving quand j'avais 12 ans. Selon notre tradition familiale, mon père et moi avons pris notre place habituelle sur Main Street pour le défilé. La fanfare s'échauffait. Les tubas résonnaient. Les petits-enfants agitaient des doigts en mousse. C'est là que j'ai remarqué ce type debout de l'autre côté de la rue. Il était à environ 10 mètres, portant une veste marron aux manches retroussées malgré le froid glacial. Ses avant-bras étaient couverts de cicatrices alignées, comme si quelqu'un avait pressé des pièces brûlantes sur sa peau une par une. Pourtant, ce n'était même pas le pire. C'était l'intensité dans ses yeux, et il me fixait directement. Ce type bizarre là-bas me fixe. J'ai attrapé le bras de mon père. Papa leva les yeux de son téléphone. Quel type? J'ai pointé de l'autre côté de la rue, mais il avait disparu dans la foule. Il était juste là. Papa haussa les épaules. C'est le jour du défilé, ma chérie. Beaucoup de gens bizarres aujourd'hui. J'ai scruté la foule à nouveau, mais je ne l'ai pas trouvé. Le défilé a commencé et j'ai essayé de me concentrer sur les danseurs qui tournoyaient et les chars couverts de fausses dindes, mais j'avais cette sensation que quelqu'un m'observait à travers une fenêtre invisible. C'est alors que le téléphone de papa a sonné. « C'est le travail », dit-il, s'éloignant vers le côté plus calme de la rue. Je suis resté là, entouré de gens, mais me sentant soudain complètement seul. Alors que la musique devenait plus forte, quelqu'un déguisé en dinde est passé en se dandinant, tapant dans les mains des enfants. Je regardais une petite fille lui courir après quand quelqu'un m'a tapoté l'épaule. Je me suis retourné et mon cœur s'est arrêté. Il était à quelques centimètres de mon visage, les yeux rivés sur les miens, et de près, je pouvais voir que ses pupilles étaient de tailles différentes. L'une était énorme, avalant presque toute la couleur. L'autre était minuscule, juste un point. « J'ai quelque chose pour toi », chuchota-t-il, se penchant encore plus près. « Je n'en veux pas », ai-je répondu, essayant de reculer. Il sourit, dévoilant ses dents émoussées et inégales. « Si tu en veux », murmura-t-il. Avant que je puisse réagir, sa main a agrippé mon poignet et m'a tiré en arrière dans la foule. Sa peau était glacée et ses cicatrices de brûlure semblaient dures et en relief sous mes doigts. « Papa ?» ai-je crié, mais un char est passé avec des haut-parleurs à fond et ma voix s'est perdue dans les tambours et les trompettes. J'ai résisté, mais il était plus fort. Il m'a traîné à travers la foule comme si de rien n'était. Les gens nous frôlaient, nous bousculaient, sans même nous regarder deux fois. Pour eux, on ressemblait sûrement à un père qui sort son enfant en pleine crise. « Arrête de lutter », a-t-il lancé. « Tu ne fais qu'empirer les choses. » On a atteint la ruelle entre la quincaillerie et le barbier. Il m'a projeté contre les briques si fort que mes dents se sont entrechoquées et j'ai goûté le sang. Le défilé était à 15 mètres. Je voyais des gens rire, lancer du pop-corn et prendre des photos, mais ils ne pouvaient pas me voir dans l'espace sombre entre les bâtiments. Il a plongé la main dans sa veste et en a sorti un bonbon au caramel enveloppé dans du cellophane. « Mange-le et tu pourras voir les autres », dit-il en l'approchant de mon visage. « Laisse-moi partir. » Je sanglotais. Son visage se contracta comme si quelque chose sous sa peau tentait de s'échapper. « Mange-le. » Il se pencha sur moi. Ils le font tous, c'est la règle. Il saisit mon visage de sa main libre. Ses doigts s'enfoncèrent dans mes joues jusqu'à ce que je les sente racler contre mes dents de l'extérieur, forçant ma mâchoire à s'ouvrir. Le bonbon pressa contre mes lèvres et je sentis la cellophane se dissoudre. Je me débattais et donnais des coups de pied. Mon talon heurta son tibia. Il grogna mais ne lâcha pas prise. Je mordis son doigt et goûtai son sang, mais il rit et enfonça le bonbon plus profondément dans ma bouche. J'étouffais avec. L'emballage fondait sur ma langue et je sentais l'amertume sous le sucre. Mes jambes cédèrent et la ruelle bascula. « Brave fille », murmura-t-il. « Maintenant, on peut aller dans la chambre. » J'essayais de cracher le bonbon, mais ma bouche ne répondait plus. Il a commencé à me traîner plus profondément dans l'allée, vers une camionnette blanche garée au fond. Mes jambes ont cédé et je suis tombé lourdement, m'écorchant les paumes. La porte arrière de la camionnette était ouverte. À l'intérieur, je voyais des chaînes fixées au sol, un matelas sale et des bâches en plastique sur les murs près d'une caméra sur trépied.
et il y avait plusieurs photos collées couvrant toutes les surfaces. Toutes étaient des filles de mon âge. Toutes avaient la même expression vide, hypnotisée. Il me soulevait vers la porte quand quelque chose l'a percuté par derrière. Nous sommes tombés tous les deux. Sa prise s'est enfin relâchée et j'ai roulé plus loin, haletante. « Éloigne-toi d'elle !» Papa était sur lui, ses poings frappant son visage sans cesse. Son sang giclait partout. L'homme émit un gémissement inhumain. J'ai regardé mon père le tabasser. L'homme s'excusait, disant qu'il m'avait confondu avec quelqu'un d'autre, inventant des mensonges, comme quoi il ne voulait pas faire de mal. Des gens nous ont vus venir chercher de l'aide. L'un d'eux a appelé la police, tandis que l'autre retenait l'homme pour l'empêcher de s'enfuir. Mon père m'a serré dans ses bras, et pour la première fois, je l'ai vu pleurer. Il n'arrêtait pas de s'excuser de ne pas m'avoir cru plus tôt. Je l'ai aussi enlacé, essayant d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Les sirènes de police ont percé à travers la musique du défilé. L'homme a été arrêté. Au poste, ils ont analysé ce qui restait des bonbons. Il avait mélangé des somnifères avec autre chose que le détective n'a pas voulu nommer, mais qui l'a fait pâlir. Ils ont trouvé la camionnette, 7 jeux de chaînes et les photographies. Ils ont aussi découvert sa cave, avec d'autres chaînes, des caméras et des murs couverts de Polaroid de filles de mon âge. Le détective en a révélé une partie à papa. Des années ont passé depuis. Papa m'a fait consulter un thérapeute. Il a fait tout son possible, mais malgré ses efforts, je vois toujours dans ses yeux qu'il se blâme. Il regrette de ne pas avoir agi plus tôt pour éviter tout cela, mais je sais qu'il est mon héros. Il m'a sauvé ce jour-là, sans perdre une seconde de plus. « Tu te fais encore pipi dessus à cause des contes effrayants de mamie ?» demanda June alors que nous franchissions les portes d'entrée. C'était juste une autre soirée de Thanksgiving et June et moi nous faufilions à la foire de Turkey Hollow comme chaque année depuis le collège. La foire brillait de lumière orange et jaune avec fausses feuilles d'automne et l'odeur de pâtes frites se mêlait à l'air froid de novembre. « Tais-toi !» murmurai-je, mais mon estomac était déjà noué d'inquiétude. Le thème cette année était « Honorer les légendes locales ». Chaque stand avait une décoration kitsch sur l'histoire de la ville. En passant devant les stands de nourriture, June s'est arrêté et a éclaté de rire. « Mec, regarde ça !» Il pointa du doigt le stand suivant. Il y avait un boucher animatronique cassé, trempé de faux sang. Il tenait un couperet suspendu, saccadant d'avant en arrière, avec un sourire peint figé sur son visage. June a ri, mais moi je ne pouvais pas. La voix de ma grand-mère résonnait dans ma tête, récitant l'histoire qu'elle me racontait chaque Thanksgiving depuis mes 8 ans. À l'époque, il y avait un boucher de village qu'on appelait Vieux Ben. Un Thanksgiving, il a massacré toute sa famille, les a découpés et a cuisiné leur chair pour le festin. Les gens n'ont compris ce qu'ils avaient mangé que trop tard. Ben avait déjà disparu dans les bois, sans jamais être retrouvé. June a pris un bâton de viande séchée de dinde au stand. « Tu veux goûter la recette spéciale du vieux Ben? T'es dégueu. On a traîné encore 1 heure, faisant des manèges et gaspillant notre argent aux jeux truqués. » À minuit, la plupart des familles étaient parties, sauf les ados et les adultes ivres qui titubaient. « On va explorer les bois. »« Quoi? Pourquoi? » « Allez, fais pas ton rabat-joie. Je veux voir si le vieux Ben est vraiment là-bas. » Les bois commençaient à environ 50 mètres après le dernier stand. Les lumières de la fête n'allaient pas jusque-là. Dès qu'on a franchi la ligne d'arbres, c'était comme entrer dans une grotte. « C'est débile !» ai-je grogné, en laissant la lampe de mon portable percer l'obscurité. « Rentrons, encore un peu !» dit June. Tout ce que j'entendais, c'était les grillons, les feuilles sèches et nos bottes qui craquaient sur les brindilles. En contournant le chêne, un sifflement s'est glissé dans nos oreilles. C'était faible, faux, comme si un fantôme essayait de se rappeler une berceuse oubliée. « Tu as entendu ça ?» chuchotai-je. June s'arrêta, scrutant les arbres. Nous avons attendu quelques secondes, guettant un signe. Quand rien ne se passa, nous avons repris notre marche. À peine quelques pas plus loin, le sifflement reprit, devenant de plus en plus fort. « Mec, ça suffit! Rentrons !» J'ai dégluti. June a acquiescé. On s'est retourné et on a failli se faire dessus. Un homme se tenait près du chêne le plus épais à environ 6 mètres devant nous.
Son visage était anormalement pâle, presque gris sous la lune. Ses vêtements sombres étaient trempés de sang frais qui goûtait sur le sol. Sa main droite serrait un couteau de boucher et de la gauche, il traînait une jambe humaine, tranchée nette à la cuisse, encore luisante de sang. La chair était visible là où la peau s'était déchirée, mêlée à la terre, laissant une traînée sombre et humide derrière lui. Dès que nos regards se sont croisés, nous avons hurlé et fui, sans jamais regarder en arrière, même si je ne voyais rien devant moi. Mon téléphone était perdu et je me cognais contre les branches, trébuchant sur les racines. La forêt semblait sans fin. Des arbres surgissaient de nulle part, des ronces déchirant nos vêtements et notre peau. J'entendais ses pas rapides derrière nous. Il sifflait toujours, se rapprochant. Ce bruit horrible de traînée ne s'arrêtait jamais, se mêlant au sifflement. Par ici, June m'a attrapé le bras et m'a tiré vers la gauche. Nous avons traversé un buisson et débouché sur un sentier étroit que je ne reconnaissais pas. J'ai regardé en arrière et il était là, à peine 5 mètres derrière nous. Son visage était plus visible maintenant dans les rayons de lune. Sa peau était trop tendue sur son crâne. Ses yeux saillaient, comme s'ils allaient jaillir de leurs orbites. « Cours !» a crié June. Mes poumons brûlaient et mes jambes semblaient sur le point de lâcher. June était plus rapide, prenant de l'avance. Pendant un instant terrible, j'ai cru qu'il allait m'abandonner. Je me suis retourné et j'ai vu l'homme qui avait laissé tomber une jambe par terre. Oh non, il allait courir maintenant. J'ai poussé plus fort que jamais dans ma vie. Des branches fouettaient mon visage. Ma cheville a roulé sur une racine, mais j'ai réussi à rester debout. Je l'entendais respirer juste derrière moi et sentais l'odeur de cuivre mêlée à quelque chose de pourri. « Là-bas !» a pointé June. Nous étions près du champ de foire. Alors que nous courions, des doigts incroyablement forts ont saisi l'arrière de ma veste, me tirant en arrière. J'ai glissé hors de ma veste, l'ai entendu déchirer et me suis jeté en avant. L'adrénaline pulsait dans mes veines quand j'ai surgi de la forêt vers l'arrière de la foire. Il y avait encore des gens autour. Les forains démontaient les stands et quelques retardataires se dirigeaient vers leur voiture. Je me suis retourné, haletant, m'attendant à le voir sortir des bois, mais il n'est pas apparu. « Tu as vu ?» June était plié en deux, mains sur les genoux, visage blanc comme du papier. Il a failli m'avoir. Nous sommes restés là longtemps, fixant la lisière des arbres. Plusieurs forains sont passés sans même nous jeter un regard. Ma veste avait disparu. Mes bras étaient couverts d'égratignures. La chemise de June était déchirée et il avait une coupure au-dessus de l'œil qui saignait. « Il faut appeler les flics », ai-je dit. Et leur dire quoi? Qu'on a vu le vieux Ben dans les bois avec une jambe humaine. On a fini par appeler les flics, mais ils ne nous ont pas cru. Ils ont dit qu'on était ivres, qu'on inventait tout. Nous ont dit d'arrêter de gaspiller leur temps et de rentrer, mais on sait ce qu'on a vu et survécu. Le vieux Ben n'est pas une légende. Il est là-bas dans ces bois, attendant sa prochaine victime. Après 8 mois de relation, ma copine Ursula m'a demandé de rencontrer sa famille pour Thanksgiving. Le trajet a duré 3 heures à travers les montagnes. Tout du long, Ursula vérifiait son téléphone et se rongeait les ongles. « Tu es nerveux ?» ai-je ricané. « Quoi ?»« Non. Je les revois juste après longtemps, c'est tout. » Avant que je puisse l'interroger, on s'est arrêté devant une immense maison victorienne, isolée dans la vallée. Son père nous a accueillis à la porte, vêtu d'un costume noir. « Papa, voici Gary », a dit Ursula. Il m'a serré la main assez fort pour me faire mal. « Bienvenue ». Sa voix était plus grave que prévu. Mais sa femme, Madame Hartley, était tout le contraire. Elle a pris mon manteau avec un grand sourire et parlait sans cesse. Ses yeux étaient toujours agités. Ursula m'a emmené rencontrer sa grand-mère. La vieille dame était assise dans un fauteuil à haut dossier près de la cheminée, mains croisées, regard fixe. « Bonjour, grand-mère », ai-je dit. Elle n'a pas répondu et continuait de fixer le vide. Elle souffre de démence et n'interagit plus vraiment. Madame Hartley est restée dans la cuisine pendant qu'Ursula me faisait visiter. La maison était impeccable, remplie de décorations coûteuses. On s'est arrêté devant le portrait d'un vieil homme aux traits sévères dans le couloir. Il nous fixait depuis son cadre avec les yeux les plus froids que j'ai jamais vus. Il portait un costume sombre et son sourire me donnait des frissons.
C'est grand-père, a dit Ursula. Une crise cardiaque l'a emporté il y a 3 ans, pendant le repas de Thanksgiving. Mon Dieu, je suis désolé. T'inquiète pas, il était traditionnel. Tout le monde le craignait. Elle s'arrêta, fixant le portrait. Parfois, j'ai l'impression qu'il dirige encore tout ici. Comment ça? À table. La voix de Madame Hartley a coupé avant qu'Ursula puisse répondre. La table de la salle à manger débordait de toutes sortes de plats. Dinde rôtie, hachis parmentier, gâteaux aux cerises, purée et légumes farcis. J'ai tout de suite senti mon estomac gargouiller. J'allais m'asseoir quand j'ai remarqué 6 chaises au lieu de 5. Ursula a dû sentir ma confusion et a chuchoté. On garde toujours une chaise pour grand-père. Tradition. Même si c'était étrange, j'ai passé outre et me suis jeté sur la nourriture. Hartley a découpé la dinde dans un silence total. Mamie souriait dans le vide et Madame Hartley parlait sans cesse. « Disons la grâce », a insisté M. Hartley. Tous se sont donné la main et la cérémonie a commencé, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mes yeux revenaient sans cesse vers la chaise vide et j'ai commencé à sentir qu'elle ne l'était pas. « Père Céleste, nous te remercions pour ce repas, pour avoir... » Soudain, toutes les lumières se sont éteintes. Les fenêtres se sont ouvertes violemment, laissant le vent glacial s'engouffrer dans la maison. « On a oublié les bougies !» s'est écriée Madame Hartley, courant déjà vers la cuisine. Hartley l'a suivi. Ursula a hésité, me regardant avec des yeux grands ouverts, terrifiée. « Ça va aller, je reviens », a-t-elle dit, mais son visage semblait angoissé. Ursula a couru après ses parents, me laissant seul dans l'obscurité, éclairée uniquement par la lune. C'est là que j'ai réalisé que je tenais toujours la main de grand-mère et elle souriait encore, me fixant du regard. « Il t'aime bien », murmura-t-elle d'une voix trop assurée pour une patiente atteinte de démence. « Grand-père t'aime bien. » « Il attendait de te rencontrer, Gary. » J'ai essayé de me dégager, mais ses ongles s'enfonçaient dans ma peau comme des griffes. « Il est assis juste là. » Elle pointa la chaise vide de grand-père. Le coussin était visiblement enfoncé maintenant, et sur la nappe blanche, je voyais des traces de mains ensanglantées qui n'étaient pas là quelques instants avant. Soudain, j'ai entendu une respiration au-dessus de moi. J'ai levé les yeux, et mon cerveau a simplement cessé de fonctionner. Quelque chose qui ressemblait à un humain, mais qui n'en était pas un, pendait du plafond. Ses doigts et orteils s'accrochaient comme ceux d'une araignée. Sa peau grise était tendue sur les os, tandis que ses yeux luisaient jaunes. Il m'a parlé d'une voix démoniaque. « Bienvenue dans la famille, Gary !» J'ai hurlé et suis tombé de ma chaise. J'ai arraché ma main de l'emprise de grand-mère, déchirant ma peau, et j'ai fui. Derrière moi, cette chose est tombée du plafond avec un bruit sourd qui a fait trembler le plancher. J'ai couru droit vers la porte d'entrée et j'ai tâtonné avec la serrure. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine la saisir. J'ai regardé derrière et vu une silhouette cadavérique à 4 pattes à quelques centimètres de moi. Elle sourit et bave. Dès que la serrure a tourné, je me suis jeté dans la nuit glaciale. J'étais à mi-chemin de l'allée quand j'ai entendu Ursula me rappeler. « Grand-père t'aime bien, Gary. Il ne te fera pas de mal. Reviens !» Je me suis jeté sur le siège conducteur et j'ai claqué la porte. Soudain, M. Hartley a accouru vers ma voiture. « Tu l'offenses! On ne peut pas te laisser partir! Je préfère ne pas faire partie de ce cirque bizarre. Je m'en vais! » Il s'est jeté sur mon capot et a commencé à frapper le pare-brise. Son visage était rempli de colère et de désespoir. Il frappait si fort qu'à un moment, la vitre s'est fissurée d'un coin. J'ai réussi à démarrer le moteur, mis la marche arrière et accéléré à fond. Le père d'Ursula fut projeté sur le côté tandis que le gravier volait partout. Dans le rétroviseur, je les ai vus, Ursula et lui, debout dans l'allée, me regardant partir avec des visages déçus. Ursula a tenté de me joindre plusieurs fois, envoyant des textos et des mails, mais j'ai bloqué son numéro. Elle est venue chez moi aussi, mais j'ai refusé d'ouvrir la porte. « Gary, s'il te plaît, je dois t'expliquer. » J'ai menacé d'appeler la police et de porter plainte. Elle a abandonné, mais a laissé un long message disant qu'elle était désolée. Qu'elle voulait juste que je le rencontre car grand-père dirige toujours la famille. Je l'ai supprimé. Jusqu'à aujourd'hui,
Je passe Thanksgiving seul. Je n'arrive pas à fréquenter quelqu'un car j'ai peur de faire confiance. Chaque nuit de Thanksgiving, je dors lumières allumées, terrifié de revoir cette horrible silhouette accrochée au plafond, respirant au-dessus de ma tête.